Bienvenue dans le podcast de Famio, un espace de discussion sur la réalité et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bienvenue dans ce 5e épisode de podcast de Famio, en compagnie de Marie-Josée Courval, travailleuse sociale, et Alexandre Francisco, psychologue. Tu me donnes un petit accent Francesco, hein? Oui, exactement, un petit accent. Donc, dans cet épisode, on voulait aborder un thème qui est intéressant parce que quand on a amené le thème, ça nous a amené à beaucoup de réflexions personnelles, qui est la fin. Donc, la fin dans l'intervention. Ce qui était super drôle, c'est que là, lorsque Marie-Josée et Alexandre ont par exemple le thème, moi, j'ai entendu une chose, et c'est cette chanson-là de Doors, This Is the End, qui est arrivée dans ma tête là, comme une douche froide. Puis il y a Alexandre qui avait eu la même réflexion, puis tu avais Marie-Josée de l'autre côté, qui était plus avec la compagnie créole. Ça chantait les oiseaux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est notre rapport à la fin. On va en parler, bien sûr, là, dans l'intervention. Puis on va peut-être même se permettre aussi de décrire maintenant notre propre rapport nous-mêmes à la fin. Pas comme intervenant, mais comme individu. Avant, là, pour commencer, je veux juste voir pourquoi que vous pensez que c'est un thème qui est central dans nos podcasts, la fin, puis aussi nous décrire un petit peu votre rapport à cette fin-là. Mais pourquoi l'importance, c'est, on a parlé de la première rencontre, la posture, le cadre de l'intervention. Et la fin de l'intervention, pour moi, elle est aussi importante que la première rencontre. On a parlé comment c'était essentiel. Pour moi, faire les fins, c'est une thématique en soi qui est fondamentale aussi. Et je vous racontais, messieurs, comment, moi, dans mon histoire, je n'ai pas appris à faire les fins. Dans ma famille d'origine, on botchait les fins parce qu'on le sait, la fin, c'est quelque chose de souffrant. Puis là, je ne parle pas juste de la mort, mais les ruptures, les départs, il y a quelque chose d'émotif. Donc, moi, je n'ai pas appris ça. On le botche pour éviter ces aspects émotifs-là dans la vie. Et quand j'ai appris, moi, à l'âge très adulte, dans la trentaine, à faire des fins, j'ai vu le bénéfice humain pour moi comme individu dans mes fins, dans ma vie personnelle. Tu sais, quand on quitte une équipe de travail, on déménage, les décès aussi. Donc, de prendre soin des fins, ça fait grandir l'être humain. Les départs, les deuils, si on fait juste les accumuler sans les réguler, bien, ça s'accumule avec le temps. Et donc, prendre soin des fins, c'est important. Et j'ai appris à faire des fins et à travailler mieux les fins dans mes interventions aussi. Et pour moi, comme intervenante, c'est beaucoup plus satisfaisant, mais pour les gens, les familles, les enfants, les individus que je rencontre en intervention, qu'ils soient volontaires ou non, hein, parce que je répète, moi, j'ai travaillé et je soutiens cliniquement des gens en contexte volontaire, mais aussi en contexte, qu'on va dire, semi-volontaire. C'est les hôpitaux de jour pour adolescents, c'est du semi. C'est un autre paire de manches. C'est volontaire, mais semi. En hôpital, les gens sont malades, ils ne sont pas là pour rencontrer des psychologues, des travailleurs sociaux, mais il y a des enjeux à adresser pour, entre autres, la fin de l'hospitalisation. Donc, pour moi, soigner ça dans tout contexte, c'est pertinent pour moi, c'est pertinent pour les gens. C'est pertinent, mais c'est essentiel. Donc, c'est une thématique, d'ailleurs, que j'ai beaucoup travaillé, puis je salue mes collègues en soins palliatifs. J'ai appris à faire les fins parce que j'ai pris, je ne sais pas pour quelle idée, un poste en cancérologie soins palliatifs. Tu te suggères des hypothèses? On dirait que j'avais des choses à soigner, Alexandre, et j'ai appris ça et l'importance et de tolérer justement ces transitions-là souffrantes. Et merci à mes collègues des soins palliatifs. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai appris à faire ça. À mes collègues Francis, Serge, qui ont été des gens très importants dans ce cheminement-là. Évidemment, mes mentors également, qui m'ont aidé cliniquement. Donc, le soutien clinique va permettre une évolution de l'intervenant dans ses fins. Puis après ça, on va pouvoir parler, Alexandre, de petits trucs aussi pour faire des fins. Oui, effectivement, comment on peut bricoler. Je dis ça souvent, bricoler dans le sens qu'on n'est pas dans la science exacte, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec nos mécanismes puis notre histoire personnelle. Hein? Oui, comment s'outiller là-dedans. Exact. Il y a des petites affaires pour bricoler. Je pense qu'on va jaser aujourd'hui. Oui, mais This is the end. Moi aussi, c'est drôle hein, quand même. Puis l'autre affaire qui m'est montée, c'est la série Six Feet Under. Donc, une famille, dans le fond, qui travaille dans un salon funéraire. Eux autres sont confrontés continuellement à ça. Puis c'est spécial parce que chaque épisode, ça commence par une mort.
Tu sais, la mort d'un adulte, toutes sortes de morts, tu sais. Puis moi, ça m'avait j'ai vraiment adoré la série, mais ça m'avait fait beaucoup réfléchir parce qu'il est question de croyance, hein, la question de Dieu, de l'éternité, puis moi, quand j'étais tout petit, ben, j'étais né dans la religion catholique. Fait que moi, là, j'étais bien j'étais un bon chrétien, là. Mais évidemment que l'adolescence, ça a comme débarqué, moi, là. J'ai comme me suis intéressé à la science, à la psychologie. Tu sais, je suis rendu, mettons, je dirais ça comme ça, ce qui m'inspire le plus, ça va être la psychanalyse, les courants existentiels. Puis en plus, je suis devenu athée, moi. Fait qu'il y a toute une marge entre le petit gars que j'étais qui priait le bon Dieu, tu sais. Puis là, l'homme que je suis devenu, puis je me dis, hey, moi, là, je suis athée, là, il n'y a pas de. Tu sais, dans mon expérience, là. Puis ça. Donc, j'ai lu évidemment des ouvrages. J'ai quand même j'ai fait beaucoup de lectures, évidemment. Tu sais, je me rabats sur la science. J'essaie de donner un sens à ma vie avec comme je peux, sachant que ça va se terminer. Puis j'ai lu une phrase dans un. Je me souviens pas de l'auteur, mais ça m'est revenu pendant qu'on jasait tantôt. Il dit c'est rien de spectaculaire, mais moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait ça a eu son effet. Il dit c'est la mort qui donne le sens à la vie. Tu sais, des fois, ça peut être un peu du pelletage de nuages, mais là, il précisait sa pensée en disant, à partir du moment qu'il y a une fin, ça va permettre que tu vas avoir un sens à donner à ta vie. Et donc, tu vas faire des choix. Fait que si tu fais des choix, ça veut dire que tu dis, pour le temps que j'ai, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis mettons, peut-être que parce que je vais en voir sur mes 51 ans, cette question-là se pose avec plus d'acuité puis d'importance. Mais ça m'a vraiment aidé, cette phrase-là. Puis, même si ma perception, ma compréhension de la mort, le fait, c'est qu'on ne laissera pas de traces. Et je sais qu'on a eu un petit débat tantôt, toutes les trois, mais je maintiens l'idée au final, on ne laissera pas de traces. Puis je ne veux pas passer le débat là-dessus, mais pour moi, c'est comme l'ultime finitude, c'est ça. Et ça nous ramène à, pendant que je suis en vie, je vais faire les choix qui vont être les mieux pour moi, pour mes proches, pour les autres. Fait que moi, c'est tout ça qui a remonté quand t'as dit tantôt, Jean-François, on va faire le podcast sur les fins. La fin de thérapie, évidemment, mais on est en train de dire que derrière toute fin de thérapie, c'est peut-être tous ces enjeux-là qui remontent. Comment qu'on a vécu nos fins, comment qu'on a été traité dans les séparations, c'est quoi nos croyances ou notre position par rapport à la mort. Je pense que ça va être un bon podcast, ça. Oui, tout à fait juste. Puis Jean-François, je te passe le micro après, mais quand on travaille en supervision, c'est ça qu'on travaille aussi. Hein, quand on a de la difficulté à faire la fin avec un individu, une couple, une famille, un couple, une famille, dans notre intervention, il y a des enjeux justement à regarder en soi aussi, là, les éléments de résonance. Donc, ce thème-là de la fin, il est aussi bon dans le travail de la fin avec nos patients, nos usagers, qu'avoir cette réflexion-là pour nous. Oui, c'est ça. L'éléphant dans la pièce, c'est les angoisses de séparation, individuation, là. Non, c'est super intéressant parce que, tu sais, mon rapport à la fin, je ne sais pas si c'est peut-être plus proche de Marie-Josée, mais tu sais, moi, j'ai réalisé que j'ai une grande phase d'excitation au début. Lorsque j'initie quelque chose, que ce soit une relation, un projet, là, je me sens à mon top, j'ai du plaisir, tout ça. Puis à un moment donné, ça s'estompe. Puis à un moment donné, c'est comme si ça disparaissait doucement. Tu sais, le meilleur exemple, c'est que j'ai commencé 1000 projets de réno chez nous, mais j'en ai pas fini un. Donc ça, c'est comme au grand dame de la famille, je ne les finis pas. Mais c'est ce rapport-là à la fin. Je n'ai pas été peut-être aussi profonde que vous dans la réflexion, mais c'est ça que ça résonne pour moi. La fin n'existe pas. C'est le début qui prend son sens. Donc, j'escavote la fin pour commencer tout de suite autre chose. Donc, tu sais, bon, c'est quelque chose qui est intéressant que je tenais à vous partager. Bon, donc là, si on se ramène à l'intervention, donc la fin dans l'intervention, qu'est-ce que vous voulez nous partager comme réflexion? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces concepts-là qu'on va élaborer dans les prochaines minutes? Ben, j'ai envie, Alexandre, tu me fais signe, et j'ai envie que tu nous parles tu m'as dit souvent, en tout cas, je t'ai entendu te dire, on ne doit pas faire l'économie de la fin. Exact. J'aimerais ça concrètement que tu nous parles de cet aspect-là. Bien, pas faire l'économie de la fin, c'est surtout parce qu'il y a autant de fins qu'il y a de personnes. On pourrait dire ça comme ça, au plan expérientiel. Je veux dire, ta fin, ma fin, la fin de Jean-François. On ne le vit pas de la même façon. Il y en a qui font des rénaux, il y en a qui lisent des livres, il y en a qui font de la thérapie. Donc, chacun, il y a autant de fins qu'il y a de personnes. Fait que donc, c'est déjà, en disant ça, ça élimine toute espèce de standardisation dans l'intervention, il faut faire ça, puis ça va se faire en telle étape. Puis, tu sais, les étapes du deuil, moi, j'ai bien de la misère avec ça, là. Pour moi, ça n'a aucun sens, là. Ça paraît bien de même comme ça, mettons, je sais pas trop, là, à la télévision, dans une espèce de pseudo-reportage, là. Mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est propre à chacun. Fait que déjà, là, on personnalise.
On personnalise l'expérience de la fin pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de recette. C'est sûr qu'il y a des repères, puis c'est sûr qu'on va évoquer aujourd'hui, là. Mais on parlait aussi comment il doit y avoir une fin. Ben, la fin donne le sens. Tu sais, La tantôt, fin donne le c'est pour ça que je trouvais ça sens. tellement bon quand Jean-François a dit c'est le début qui donne. C'est comme s'il nous disait, vous n'avez pas catché, là. Le sens, c'est de commencer le projet. On s'en fout s'il soit fini ou non. C'est de commencer quelque chose. C'est là que je me sens vivant. Tu sais, c'est comme ça que ça, c'est intéressant, là. Mais en même temps, c'est la question, comment qu'on pourrait le formuler, c'est ne pas faire l'économie de la fin, ça veut dire l'avoir à l'esprit dès le début. Exact. Ça serait la meilleure formule. Parce que, donc, dès le début, dans un cadre de psychothérapie. Donc, dès le début, il faut que le thérapeute soit déjà allumé sur l'idée que ça va finir. Et ça va influencer tout le parcours de la psychothérapie. Parce que dès l'évaluation, même dans une thérapie de soutien, on va expliciter le fait que, par exemple, dans une thérapie de changement où le patient veut changer quelque chose, il y a un objectif sur des attitudes, etc., qui veut changer. Ça nous rappelle qu'on est ensemble parce qu'il y a un objectif. Puis un objectif, généralement, il va être suffisamment atteint ou passablement ou beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, ben écoute, j'ai fait le tour, en tout cas, de ma thérapie, donc il y a une fin. Fait que l'objectif d'entrée de jeu, il faut que le psy ait déjà ça à l'esprit. Parce que ça va aussi le sensibiliser. Ben là, j'y vais, dans le fond, là, je continue de me lancer. Et ça va aussi le sensibiliser sur les moments où il va y avoir des séparations, comme les vacances. Des fois, c'est l'occasion de parler des séparations. Tout à fait. Hein? Puis des fois, les patients vont nous dire, ah ben oui, hein, c'est vrai, vous partez 3 semaines, vous partez 4 semaines. C'est long, ça? Ah ben oui, hein, ça fait une séparation, ça. Comment vous vivez ça? Puis des fois, c'est comme l'occasion pour dire, ah puis un jour, hein, mettons, parce que nous, le programme, disons, ça dépend. Quand j'étais à un autre hôpital, il n'y avait pas nécessairement une fin prédéterminée, mais là, dans le programme où je suis, il y en a une, ça après 2 ans. Fait que c'est l'occasion pour parler. Hey, à un moment donné, on va se dire au revoir, tu sais, là-bas. Ah ouais, mais c'est encore loin, 1 an, là. Donc, c'est déjà de l'avoir. Mais quand on fait ça, on est en train de se préparer soi-même comme thérapeute et préparer le patient à ce qu'il y ait une fin à un moment donné, là. Donc, peut-être que j'arrêterai là-dessus, peut-être pour te laisser parler. Puis il y a d'autres éléments je pourrais rajouter tantôt, mais disons, ça met la table sur la question de il y a autant de fins que de personnes, puis on fait ce qu'on peut avec la finitude, puis comment on peut accompagner chacun de nos patients comme ça, en ayant, nous, la responsabilité de le porter, parce que souvent, eux, des fois, on les comprend avec leur historique, ils pensent pas, ils banalisent ça, ils vont faire de l'évitement, le classique de je pars en vacances, le patient s'absente avant, puis il s'absente quand je reviens. Fait que là, c'est moi qui il subit l'absence. Donc, c'est une espèce de façon de communiquer quelque chose. Hey, tu veux partir? Moi aussi, moi, t'abandonner. Ouais. Puis, on avait parlé aussi, ce que je trouve intéressant, c'est parfois l'aspect fusionnel ou omnipotent de l'intervenant. Je sais pas de quoi tu parles, là. Mais tu sais, quand justement on a même de la misère à laisser partir, ça va parler autant de nous que de l'autre. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut garder en tête, comme tu le dis bien, dès le départ, on est là transitoirement dans la vie des gens. Puis ça, c'était un enjeu à se répéter dans mes équipes. Moi-même, j'ai travaillé en unité interne de pédopsie quelques années, plus en début de pratique. Et un des principes d'intervention, c'est que nous sommes là pour relier les gens entre eux, entre autres dans la famille ou avec les partenaires. On n'est pas omnipotent. Nous, on n'est pas les parents, on n'est pas le conjoint de la personne. Donc, on est là transitoirement pour accompagner la personne dans une période de sa vie. Pour moi, c'est ça aussi, c'est à garder en tête parce qu'en effet, il va y avoir une fin. Fait que je ne veux pas rendre les gens dépendants de mes stratégies puis de moi dans l'intervention. Ça, c'est tellement important ce que tu dis parce que si on veut bien accompagner un patient à faire le deuil de la relation puis le deuil de la thérapie, il faut d'abord que nous, personnellement, on soit capable de faire avec nos enjeux de séparation. Oui, puis du fait que à un moment donné, quand on devient trop content, puis que les gens nous aiment beaucoup, puis qu'ils sont contents de nous tout le temps, et là, je ne veux pas dire qu'il faut être des pas fins, mais je me pose des questions, justement. Qu'est-ce qui est en train de se rejouer par rapport à ça? Parce que s'il y a juste moi qui existe, ça va devenir problématique quand on va commencer à travailler la fin. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait une fin, je suis d'accord avec ça. Puis je t'écoutais parler de ça, Alexandre, puis je donne beaucoup de formations sur l'approche palliative intégrée dans le réseau de la santé. Puis les soins palliatifs, c'est pas juste les soins de fin de vie. Donc, il y a plein de maladies chroniques, des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, c'est toutes des maladies qui vont nous mener vers la mort, mais pas nécessairement rapidement. Mais déjà, on devrait être dans cette optique-là, hein, quand on est un soignant. C'est ça l'approche palliative intégrée, c'est que dès le début, on réfléchit à la fin et à la détérioration de la maladie. Donc,
évolution de la maladie et comment on va évoluer ensemble là-dedans. Donc, c'est des principes, je crois, fondamentaux pour préparer une fin. Donc, l'avoir en tête constamment. Ceci étant dit, Oui. c'est pas si simple que ça. Non, mais c'est très bien dit, mais c'est fait que c'est pas si simple que ça, effectivement. Oui, c'est pas si simple que ça. Mais c'est parfois, hein, on n'aime pas ça dans les réseaux, avoir un cadre de travail prédéfini. Tu sais, on a déjà parlé Mhm. dans le cadre du nombre de rencontres. Moi, je trouve que ça peut être aidant, entre autres, pour ça. Puis préparer les fins. Tu sais, si j'ai 10 rencontres, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas avoir un autre épisode de service, mais je vais avoir ça en tête tout le long. Le milieu institutionnel nous recadre sur la fin. Ça peut être aidant à certains moments. Des fois, ça ne fonctionne pas avec certaines clientèles pour plein de Oui, raisons. effectivement. Donc là, on va le réfléchir. Pour moi, c'est ça qui est à réfléchir dans ce cadre-là. Exact. Puis on pourrait remplacer le mot fin par limite. Limite, tout à fait. Donc, puis là, des fois, les petites limites qui sont mises, qui ont l'air insignifiantes, c'est aussi, je vais le dire comme ça, une préparation à la fin de la thérapie, mais peut-être qu'on passe notre, là, j'élargis, peut-être qu'on passe notre vie à s'apprivoiser tranquillement l'ultime fin. Mhm. Et ça passe des fois par des limites. C'est pas catastrophique, mais ça reste quand même une frustration. Ah, j'ai juste 10 rencontres. J'aurais tellement aimé ça continuer avec vous. Ben non, ça sera pas possible. Mais en même temps, on a fait un bon bout de chemin. Tu sais, c'est la négociation avec la limite. Barre oblique mort, barre oblique finitude. Là. Oui. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les bilans, les cycles et les bilans. Ça me permet de parler de la fin, de préparer aussi, de préparer le bilan, commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on a acquis, qu'est-ce qu'on n'a pas acquis, où est-ce qu'on en est. Moi, j'adore les bilans. Je déteste Noël, j'adore le Nouvel An. Tu fais pas tes bilans à Noël, visiblement. On fera un podcast sur Noël un autre fois. J'en ai beaucoup à dire sur les réunions de famille et l'ambiance de Noël, mais j'adore le Nouvel An parce que pour moi, c'est pas juste une histoire de résolution de je vais manger moins de poutine cette année, mais c'est pour moi justement le moment de, tu sais, c'est la fin d'un cycle. Mhm. Je réfléchis à la fin, puis je réfléchis aussi où est-ce que je veux m'en aller. C'est comme une ligne directrice pour moi. Donc, pour me donner une orientation, au même titre que quand on finit un suivi, Exact. ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe après. Hein, pour la personne, pour la famille, on peut réorienter, on peut avoir d'autres gens, on peut avoir une autre approche, un autre chemin. Donc, il y a tout ça qui est à réfléchir. Et moi, j'adore l'idée des bilans. Mon réseau social est plus capable de m'entendre. C'est l'heure des bilans, la fin d'année. Mais pour moi, c'est des cycles intéressants. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que je vais l'enseigner aussi dans le réseau de la santé ou quand je fais mes supervisions. Tu sais, parfois, c'est le moment peut-être de faire un petit bilan pour voir où est-ce qu'on en est. On retravaille la demande parce que là, on a l'impression qu'on tourne en rond. Je pense à des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux extraordinaires que je supervise dans un milieu de soins palliatifs infantiles ils font des suivis de deuil. Puis des fois, c'est comme, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Puis c'est drôle parce que les suivis de deuil, c'est post-décès, entre autres, d'un membre de la famille ou d'un enfant. Donc là, quelle belle occasion de travailler les fins. Mais justement, des fois, c'est comme, est-ce qu'il faut continuer? On ne continue pas? Mais où est-ce qu'on en est? Pourquoi ne ferait-on pas un bilan ensemble? Puis, un peu comme mon jour de l'an, c'est quoi le chemin qu'on a fait? Puis c'est vers où on s'en va. Donc, le bilan, pour moi, il est comme porteur de... C'est drôle quand tu parles de ça, parce que c'est exactement on a la même chose à l'hôpital, c'est-à-dire où je travaille. On fait, les patients ils ont 2 ans sur le programme de thérapie de groupe, c'est thérapie individuelle. Puis à chaque 6 mois, donc à chaque fin de session, là, tu sais, ça commence, mettons, février à juin, puis après, elle recommence septembre jusqu'à décembre, on fait des bilans. Voulez-vous continuer? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Si vous voulez-vous continuer? Si oui, sur quoi vous voulez travailler? C'est des moments, dans le fond, on offre des moments de réflexivité, puis un temps d'arrêt. Fait que je te suis sur l'idée, autant au niveau personnel qu'au niveau clinique. En général, c'est souvent payant, surtout dans notre hyper-modernité où ça va tellement vite, puis de s'asseoir, en plus de les voir à chaque semaine, puis tout ça, mais de s'asseoir pour faire un bilan, c'est comme le bye-bye, mais thérapeutique. Donc, on fait un retour sur ce qui s'est passé pas dans l'année, mais disons dans la dernière session. Moi, j'aime ça, faire ça, puis c'est beaucoup de travail, mais c'est très payant, je trouve, pour le patient qui prend ça prend toutes sortes de formes en plus, ça, ces bilans-là, parce que si tu l'ajustes en fonction du patient, tu vas voir ce qui va monter, puis ce qu'il va avoir apprécié ou pas apprécié la thérapie de groupe, ce qu'il veut travailler, puis c'est vraiment très...
Moi, je te suis de 100 000 à l'heure là-dessus. Là. Oui, mais je trouve ça super intéressant. Tu sais, moi, ce que je retiens, parce qu'on a un problème de micro, on partage les micros. Mais bon, ce que je retiens là-dedans, il y a deux choses. C'est un, c'est qu'il faut tout de suite préparer la fin. Parce qu'en sachant qu'on va finir, on prépare l'objectif, puis on se met dans une posture qu'aujourd'hui, on travaille avec la fin. On sait que ça s'en vient. Si on n'est pas conscient de ça, on risque de se perdre dans le chemin. Puis l'autre chose, c'est que la fin, elle n'est pas à la fin, elle se vit à travers la thérapie. Elle se vit à la fin de chaque rencontre, elle se vit à travers les cycles, les bilans. Donc, s'il y a plusieurs fins à l'intérieur pour préparer la grande fin, mais il faut être conscient de tout ça et cette préparation-là, et vous l'avez dit tantôt, c'est le thérapeute qui a la responsabilité de le porter. Et donc, ça, c'est un élément central dans l'objectif, la fin de la thérapie globale, mais en cours de route, comment je vais préparer mon client, mon patient à le vivre. Puis je rebondis à une petite vignette clinique qui me vient. On m'a référé un patient, puis quand je dis ça, c'est en tout respect là, avec les autres intervenants. Là, on a toutes nos difficultés, mais le patient il était tellement en prise avec des angoisses de séparation, il repoussait toujours la fin, puis il restait toujours. Puis l'intervenant avait beaucoup de difficultés et que ça faisait des séances d'1 heure et quart, d'1 heure et demie, alors que nous, d'habitude, c'est 50 minutes, là, 45-50. Et fait que là, évidemment, le patient était bien content parce qu'il avait beaucoup de temps, mais en même temps, ça lui rendait pas service parce qu'il était en train de fuir l'enjeu de séparation. Puis l'intervenant, pour ses raisons à lui, avait beaucoup de misère à mettre les limites. Finalement, ça a mal fini. On pourrait se dire, ben non, il devait être content. Ben non, ça finit tout croche. Parce que même le patient qui veut avoir plus de temps puis qui repousse la fin, il est en train de nous dire aidez-moi, mettez-moi des limites, moi je suis pas capable de le faire. Puis finalement, c'est moi qui l'ai récupéré. Puis ben, ça a été finalement, au final, un très beau suivi, mais ça a été rock'n'roll. Ça a été très, très exigeant. Entre autres, je dirais entre autres, principalement sur la question de il va falloir qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que Robert, vous savez, je dis Robert parce que c'est toujours le nom que je prends là. Robert, vous le savez, hein, que c'est pas facile les fins. On l'a préparé, puis là, il fallait préparer les séances. Hein, je vous avertis, il nous reste 5 minutes. Il y a toutes sortes de façons pour aller. Mais je trouvais que en tout cas, ça m'a fait penser à cet exemple-là clinique de la responsabilité de l'intervenant, essentiellement de lui-même continuer à travailler sur ses enjeux de séparation. C'est pas facile pour un psy, là, le patient qui te fait sentir coupable, qui sent il dit que tu l'abandonnes, puis il faut que tu mettes la limite pareil, parce que tu le sais que ça sera pas. On peut faire des ajustements, on peut être flexible des fois, mais il faut pas que ça devienne la norme. Et ça, il faut que émotivement, le psy, il n'est pas de marbre. Là. On se sent mal, on se sent coupable. J'aurais peut-être dû lui donner 5 minutes de plus, peut-être. Je suis trop rigide. Fait que bref. Ça me faisait penser à ça. Là. On avait parlé au premier podcast, Alexandre, du cadre. Puis, Ouais. pour moi, il est indicateur de quelque chose, mais quand je ne suis pas capable de mettre fin à ma rencontre toujours avec la même personne, hein, ça me donne des hypothèses sur les angoisses de séparation, évidemment en résonance avec moi comme intervenant, mais c'est un élément à travailler. Donc, ça me donne du jus à travailler et non pas le contraire. Donc, c'est pas juste une frustration, mais il faut se servir de ça pour les fins. Très bien dit. Puis, j'ai parlé des bilans. Pour moi, c'est un outil fondamental que j'aime beaucoup utiliser, mais le bilan, c'est pas juste pour mon ordre professionnel, pour faire une note de fin. Hein, c'est pas juste ça. C'est significatif. Puis, c'est pas pour rien d'ailleurs que les gens, moi, évidemment, j'ai un travail en soins palliatifs, en cancérologie. Les gens vont travailler à faire des bilans. Tu sais, ils se demandent, tu parlais de quelle trace je laisse. C'est quoi mon legs? Mais en fait, toutes ces thématiques-là de legs, pour moi, c'est des éléments à soulever dans les bilans ou dans la dernière rencontre. Si c'est dans la dernière rencontre que je fais ma fin, qu'est-ce que je garde de l'autre? Donc, moi-même, comme intervenant, je m'autorise à le dire. Je vais toujours me souvenir de vous par rapport à telle chose. Vous m'avez appris telle chose. Puis les apprentissages que je fais des gens, ça me fait plaisir de leur en parler parce que je suis en train de les reconnaître. Donc, reconnaître l'autre, qu'est-ce qu'il me lègue à moi, qu'est-ce qu'il a l'impression que les rencontres lui lèguent à lui, en fait. Oui. Donc, l'idée des legs, c'est bon en soins palliatifs quand on parle des deuils, des morts, etc., mais c'est bon tout le temps. Qu'est-ce que je garde de l'un et de l'autre? Puis, il y a un échange et un legs mutuel. Il y a des gens avec qui on va encore plus mettre l'emphase là-dessus. Il y a des gens, c'est plus facile de faire des fins. C'est simple. Quand la fin, elle est moins simple, parce qu'il y a des enjeux, des angoisses de séparation, c'est des thématiques pour moi que j'aime garder dans mon petit sac à dos, ces legs-là, puis surtout de garder en tête la reconnaissance de l'autre, que l'autre se sente reconnu de ce qu'on a fait ensemble. C'est mon leg à moi, d'ailleurs, de le reconnaître. Et je parle du bilan, mais on s'est dit aussi qu'on jaserait un peu des rituels.
Oui. Parce que pour moi, c'est un peu ça, la nouvelle année, là, on Oui. fait notre rituel, on fait la fête, on fait plein d'affaires. Mais en effet, l'aspect des rituels, moi, j'aime bien les intégrer dans l'intervention. Les rituels en rencontre individuelle, que ce soit en couple, famille, groupe, l'aspect du rituel, je le trouve intéressant. Puis on avait notre collègue Julie tantôt qui était avec nous au début quand on jasait de ce qu'on allait faire ensemble aujourd'hui. Puis c'est pas juste un rituel pour la dernière rencontre, mais on se rend compte qu'on développe des rituels aussi à la fin de chacune des rencontres. Je pense à une dame, moi, qui me fait une poignée de main là, en sortant, là, mais vigoureuse, une vraie. Puis une fois, elle est venue, puis mettons que ça fait, je sais pas, 9-10 fois que je la vois, cette dame, elle est venue, puis elle était malade. Elle dit, je ne vais pas te serrer à la main aujourd'hui. Elle était comme déstabilisée toutes les deux. J'y ai pris le coude, dans son manteau. Là, elle me serre le coude, Fait qu'on développe comme ça des petits rituels de fin. Parfois, on va la préparer la fin de la rencontre à travers un petit rituel. Moi, je pense à une fratrie d'enfants que je vois une fois ou 2 semaines. Donc, c'est 2 jeunes ensemble, frères et sœurs. Et dans le dernier 5-10 minutes, là, je sors mes cartes Dixit. Puis là, ils savent maintenant, là, ça va être quoi que je vais faire avec eux par rapport aux cartes. Dans le fond, je leur demande une question clé. La question n'est jamais la même, mais ils savent qu'on fait nos cartes puis qu'ils vont choisir une carte puis me parler de leur carte qu'ils ont choisie. Dixit, c'est des images. Fait que ça, c'est notre petit rituel. Ça veut dire que la fin s'en vient. On fait ça, on range nos cartes, puis ils peuvent s'en aller après. Donc, ce petit rituel-là, à la fin d'un suivi, mais aussi, on se rend compte qu'il y a un petit rituel à la fin des rencontres. Effectivement, puis quand je t'écoutais, le mot qui me venait, c'était sentiment de sécurité. Hein, c'est comme le sous-texte, c'est on va faire qu'on se sépare. Pas facile pour mettons, je l'explicite, là, c'est pas facile pour moi, pas facile pour le thérapeute, puis c'est pas facile pour vous non plus. Fait qu'il y a comme il y a l'idée de, encore une fois, de la préparation, mais c'est comme créer un sentiment de sécurité. Hein, je me sens sécure. Moi, pour mettre mettons, je pense à ta patiente, j'improvise. Pour être en sécurité quand je te quitte, faut que j'aie un contact, faut que je te serre la main. Il y en a d'autres, moi j'ai vois d'autres rituels qui sont faits comme qui sont pas nommés, mais le temps qu'ils prennent avant de mettre leur manteau. Mettre leurs bottes, ils vont s'asseoir sur la chaise, ils vont aller sur. Il y a comme plein d'affaires. Ou encore, moi, ce que je fais souvent, tu vois, quand tu parles de rituel, j'avais pas ça à l'esprit, mais peut-être que c'est un peu ça que je fais. C'est, mettons, ça finit à 50, paye 45, je vais écouter. On va s'arrêter bientôt. Je me demandais dans quel état vous repartez aujourd'hui. Comment vous avez trouvé ça? Des fois, ils répondent pas pantoute à la question. C'est assez secondaire, la question. C'est juste comme l'avertir, préparer la séparation, hein, pour que ça soit pas comme on s'arrête là-dessus. Pour que ça soit pas trop radical, entre guillemets. Là. Puis de là, de déjà avoir en tête dès le début d'un suivi qu'il y a une fin. Parce qu'avec certaines personnes, on va mieux préparer ou mettre une emphase particulière sur la fin. Tu sais, mettons, il nous reste 10 minutes. Ça peut être intéressant aussi dans des suivis avec des fins plutôt complexes de préparer même en termes de nombre, tu sais, jusqu'à quand on se donne ensemble des rencontres, donc combien il en reste, même des nombres de rencontres, pour moi, ça peut être introduit quand il y a vraiment des fins complexes à aborder. Et de préparer justement dans ces rencontres-là, notre fin, c'est de prévoir peut-être un rituel à notre dernière rencontre. Le rituel, ça peut être n'importe quoi. Tu parlais tantôt on prend un verre de vin non alcoolisé, par exemple. À la fin de la thérapie, oui. La dernière rencontre, on fait quelque chose ensemble. On mange, on s'apporte un cupcake, puis on mange Exactement. un cupcake. En thérapie de groupe, il y en a un qui avait amené des beignes. Il dit, va amener des beignes pour la dernière, parce que il y avait plusieurs qui étaient la thérapie. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a des rituels de passage qu'on fait au décès des gens, des salons funéraires. En fait, c'est des rituels qui nous permettent de passer, d'avancer. Et je voulais donner l'exemple, je vous l'avais dit, messieurs, de parler d'un groupe que j'ai en supervision que j'adore, un hôpital de jour pour adolescents, puis ils ont un rituel de fin exceptionnel. Eux, ils ont un cadre d'environ 6 semaines pour la plupart des jeunes, sauf exception. Et donc, ils prennent bien soin de préparer la fin. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent dans leur hôpital de jour, puis là, il est rendu grand, c'est un mur de briques. Et là, chacun des jeunes qui passent va avoir un morceau de brique, en papier évidemment, et il dessine sa brique, il peut écrire un mot sur sa brique. Et ensuite, la brique, elle s'en va sur le mur. Donc, quand on rentre à l'hôpital de jour, là, je pense qu'ils sont rendus à 3 murs, au moins 2 grands murs de briques, et on voit toutes ces briques-là avec un mot écrit dessus avec des dessins, des couleurs. Donc, chaque jeune qui est passé a sa brique.
Et moi, à chaque fois que j'arrive là-bas, j'aime regarder le mur de briques parce que je vois plein de mots différents. Dans le fond, c'est ce que le jeune garde en lui de l'hôpital de jour. Puis en même temps, je me dis quel beau cadeau pour les intervenants. Eux, ils gardent un mur, en fait. Exact. Et donc, chaque jeune a participé à construire le mur et c'est un legs fantastique, je trouve, pour les intervenants. Puis j'ai envie de le reproduire ailleurs. Ben oui. Et c'est la trace qu'il laisse. Puis quand j'étais en pédopsychiatrie, on avait commencé un rituel avant de quitter. Nos jeunes, moi, c'était les 0-12 ans, donc d'âge primaire et préscolaire, ils mettaient un petit peu de peinture sur leurs mains et mettaient leurs mains sur la porte. À l'époque, c'était Dr. Grenier, le pédopsychiatre, c'est avec lui qu'on avait commencé ça. Ils mettaient leurs mains sur la porte. Et ils prenaient vraiment ça au sérieux parce qu'ils pouvaient quand même saboter la fin puis nous détester juste au moment où est-ce qu'il fallait quitter. On les acceptait totalement comme ça parce qu'il y a aussi ça, les sabotages de fin. Mais la plupart arrivaient à déposer leurs mains puis sabotaient après. C'était pas grave, mais la main était là. Et si vous saviez le nombre de jeunes qui revenaient à l'hôpital puis qui venaient voir leurs mains. Oui, c'est sûr, hein? C'est intéressant parce que le processus qui est, on va dire, qui est externe, il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur des intervenants puis des patients. C'est-à-dire qu'il y a sa petite brique interne. Elle représente, en tout cas dans ma lecture, c'est plus compliqué que ça, mais ça représente le processus d'intériorisation de l'autre. Je repars avec ma Marie-Josée interne. Hein, combien de. Tu sais, comme j'ai une patiente très touchante qui m'a dit il n'y a pas longtemps, elle finissait cette dernière séance, puis elle était vraiment, elle trouvait ça, elle rushait en tête. Elle avait des bonnes raisons historiques pour rusher. Puis elle m'a dit, j'ai la scène dans ma tête, parce qu'elle m'a dit ouais, Alexandre, là, parce que tu sais, on fait une fin espacée, là, tu sais, on fait pas ça, mettons, sur 6 mois, mettons, je les vois 4-5 fois, mettons, là, après avoir fait de la thérapie intensive. Elle dit moi, Alexandre, j'ai réalisé que même quand tu n'es pas là, je peux jaser avec toi. Wow. L'intériorisation de l'objet, on va dire, en psychanalyse. Hein? Donc, c'est comme si tout ce que tu disais, des fois, on a besoin d'expliciter la brique, le dessin, la main, c'est super beau, ça, c'est touchant. Tout ça, c'est aussi, je l'écoute toujours à 2 niveaux. C'est à l'extérieur pour que ça soit encore plus intégré à l'intérieur de soi. Puis des fois, on garde des objets, les gens diraient, pourquoi tu gardes cette affaire-là? Non. C'est pas, je pense même aux gens qui font de l'accumulation compulsive. Chaque objet a son histoire. Ils ne sont pas capables de se séparer de tout ça. Puis on a tous nos petits objets. On dit, ah non, ça c'est précieux. Tu vas me dire, voyons non, c'est rien qu'une carte de hockey. Ça. Non, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je rebondissais là-dessus, sur la question des rituels puis de l'intériorisation. Puis avant de passer le micro, je veux juste mettre l'emphase sur ces rituels d'équipe-là qui sont importants. J'ai donné l'importance pour les jeunes, pour les patients, puis c'est pour ça qu'ils nous amènent des bains puis des choses, les gens. On partage un repas d'habitude quand il y a des décès. On se réunit autour du feu, là, tu sais, comme... Les patients vont vouloir nous donner peut-être un petit cadeau. Je vois passer des bouteilles de vin, des beignes. J'ai déjà reçu un pain alors que mon père était boulanger. J'ai reçu. Mais en fait, le rituel de fin est aussi important pour les équipes également. Puis même des rituels, je pense à toutes les équipes dans le réseau de la santé qui font des aides médicales à mourir, d'avoir des rituels de débrief après systématiquement, donc des moments donnés pour ça, pour en fait faire les fins, donc ne pas accumuler une quantité de deuil et de fin. Pour moi, c'est fondamental de penser aussi aux rituels d'équipe. Sans compter aux patients qui se suicident. Qu'est-ce qu'on fait? Quel genre de rituel on va faire? Quel de dispositif pour l'équipe, pour le thérapeute, mais pour toute l'équipe qui est affectée? Non, mais je réfléchissais à l'exemple que tu donnais des briques et des mains. Moi, ce que ça me dit, c'est que la personne qui arrive, qui commence, tout de suite, on lui envoie un message. Ça va finir. Parce que regarde, tous ces gens-là ont terminé. Fait que ça envoie un message fort, je trouve, à la personne. Jour 1, la fin, elle s'en vient. Fait que, tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais ça, c'est un repère visuel que tout le monde comprend. Ce qui vient avec la célébration, dans certains cas, non, peut-être, tu sais, comme c'est un exemple, mais le message, il est très fort, je trouve. Fait que ça met tout le monde dans cette préparation-là de la fin, lorsque le message est aussi fort que ça. Là, on est dans un contexte de groupe, là, puis lorsqu'on est dans la thérapie individuelle, comment tout ça se prépare au familial? Comment tout ça se prépare, cette fin-là? Est-ce que vous avez quelques exemples où, dès le début, vous arrivez à dire, ben là, on commence, mais c'est parce qu'il y aura une fin, sinon, il n'y aura pas de début. Mais moi, je rebondis là-dessus sur il faut en même temps
être capable de refouler la faim. Si on veut avoir un vrai processus de deuil, il faut oublier de temps en temps, suffisamment, tu sais, encore Winnicott, il faut suffisamment oublier le fait qu'il y a une fin. Parce que c'est comme si je te disais, on va penser à la mort tous les jours, pendant 1 heure de temps. Ça sera pas bon pour notre santé mentale. Fait que donc, je dirais encore une fois, ça serait dans le paradoxe de, il faut à la fois d'entrée de jeu savoir que quand on commence la thérapie, elle va finir un jour, puis en même temps, pendant qu'on est dedans, il faut oublier aussi. Parce que je pourrais être un peu, même là, je challenge un peu la porte avec les mains. En même temps, ça peut être aussi, je l'ai trop d'en face. Parce que si tu sais, ça pourrait aller, mettons une réaction extrême, ça serait de dire, hey, je l'ai tout le temps d'en face que la thérapie va finir, ça m'empêche de m'investir. Mettons, je fais un plaidoyer pour, je peux avoir l'illusion un peu d'immortalité pendant 1 an ou 2, là, tout en ayant des moments de, ben, il y a des séparations, le psy est malade, on annule la séance, il y a les vacances, etc. Fait que je ferais comme une balance entre les deux, entre à la fois qu'on la porte puis que ça soit visible, puis à la fois aussi que ça soit pas trop non plus oppressant, je vais dire ça, comme l'exemple que je donnais de si on se mettait à penser à notre mortalité à chaque jour pendant 1 heure. Là. Moi, j'y pense régulièrement, mais ça doit être à cause de mon travail. Ben, peut-être parce que tu écoutes la compagnie créole, c'est peut-être pour ça. Ben, c'est pour ça que c'est ton antidépresseur, ça marche. Exact. Mais concrètement, Jean-François, tu nous demandais comment préparer. Évidemment, là, ça dépend je vais dire, des contextes, parce que quand le contexte est plus encadrant, c'est sûr que ça nous met dans une perspective de peut-être faire justement un bilan de où est-ce qu'on en est, puis comment on va faire jusqu'à la fin, par exemple, d'un 6 semaines à l'hôpital de jour. Évidemment, parfois, on n'a pas beaucoup de prise, hein, quand je pense ça me fait penser à ça, Alexandre, quand tu parles aussi de par exemple, les soins palliatifs, soins de fin de vie, la cancérologie, toute la santé physique, on ne sait pas nécessairement quand arrive la fin. Puis là, le processus des gens est tellement différent de l'un à l'autre. Parfois, on ne peut qu'être à côté, puis écouter les gens sur je suis en train de m'acheter des billets d'avion pour aller à Cuba la semaine prochaine, puis les équipes de soins autour qui se disent mais il ne fait pas la semaine, là, monsieur. Mm-hmm. Donc, préparer la fin avec le monsieur, c'est compliqué parce que lui, il n'est pas dans une fin, il est dans un espoir. Donc là, pour moi, c'est rester à côté des gens. On ne peut pas tirer le processus des gens. Ceci étant dit, s'il y a des proches autour qui, eux, voient la fin puis sont en train de capoter parce que papa est en train d'acheter des billets d'avion, mais ça va être de parler d'un processus différencié de deuil vers la fin. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de question circulaire? Qu'est-ce que vous comprenez de ce processus-là pour votre mari, par exemple, madame? C'est quoi la signification pour lui d'acheter des billets d'avion à Cuba? À ce moment-là. Donc, je vais aborder les membres de la famille autour du processus du monsieur si eux autres sont souffrants du processus du monsieur, par exemple. Donc, rester à côté d'eux dans comment ils perçoivent cette fin-là. Ça se peut que mon patient désigné, lui, il ne veut pas parler de ça avec moi. Il veut me parler de Cuba, mais je vais l'accepter qu'il me parle de Cuba. Exact. Puis qu'est-ce qu'il y a de beau à Cuba? Puis parlez-moi de Cuba, puis comment ça vous fait du bien de vous imaginer sa plage à Cuba, au final. Donc, concrètement, parfois, ce n'est qu'être à côté des gens dans cette préparation de la fin-là. La même chose, les gens qui ne veulent pas quitter l'hôpital, parlez-moi de qu'est-ce qui est difficile de quitter l'hôpital. Hein? Plutôt que, oui, mais là, il va falloir que vous quittez l'hôpital. Moi, je ne veux pas être dans une guerre ou une surenchère sur ce symptôme-là, mais plutôt rester à côté d'eux. Puis parfois, et ça, dans ma posture clinique que j'enseigne, merci Alexandre Francisco pour les renoncements. Ah oui, les renoncements nécessaires. Parfois, la fin, elle ne se fait pas bien. Ça se peut. Des fois, ça finit tout croche. Des fois, ça finit tout croche. Moi, je veux rester bienveillante, puis même quand la personne ne s'est pas présentée à ma dernière rencontre, moi, j'ai déjà eu ça aussi, je vais toujours autoriser à soit laisser un message, à envoyer un courriel, peu importe la manière dont j'ai communiqué avec elle pour dire les mêmes choses que j'aurais dit si elle avait été présente. Merci d'avoir été présente. Merci, je vais reconnaître, je vais toujours me rappeler de telles choses et sachez que si vous avez besoin de nouveau, vous pouvez contacter la maman. Là, je vais pouvoir dire, il y aura toujours une possibilité soit de refaire une demande, d'aller au CLSC, peu importe là, c'est quoi l'autre avenue. Je vais pouvoir le dire à la personne et mon objectif aussi, c'est qu'elle n'ait pas honte d'avoir watché la fin.
aussi. Puis ça, écoute, ça me fait penser, j'ai un ami qui est devenu mon ami, mais qui était mon superviseur, une figure marquante, là, André Mona, qui nous disait, aux stagiaires, puis tu sais, il disait, on se sépare comme on peut. Exact. On se sépare comme on peut. Puis ça, pour moi, c'est dans les peut-être 2, 3 éléments que je rajouterais, c'est il va falloir, comme thérapeute, accepter la façon dont le patient va se séparer. Le patient qui t'arrive avec un petit cadeau ou une carte, puis qui te remercie, puis qui est ému, puis tout ça, tant mieux, mais il faut respecter aussi, quand on dit les fins qui finissent de notre point de vue, tout croche. Puis je raconte brièvement une vignette, une patiente qui est comme tous mes patients-là, mes polytraumatisés psychiques, hein. Puis mon expérience, puis mettons avant la fin, elle avait fait la job, elle avait travaillé, elle avait toutes sortes de difficultés, mais on avait eu en tout cas moi, j'avais une bonne relation ensemble, tu sais. Quand que j'ai dit, ben écoutez, il nous reste 5 rencontres, et là, à la 4e avant-dernière, je me suis fait, je dis ça avec plein d'amour en même temps, des fois, je me fais ramasser, tu sais, on se fait ramasser par les patients parce qu'ils peuvent tomber des fois dans une colère ou une froideur ou un dénigrement qu'ils ont subi puis qu'ils nous le font subir. C'était mur à mur, donc je vais parler comme un psychanalyste, c'était du clivage à côté, tout était mauvais, j'étais le pire thérapeute, ça n'avait pas de bon sens de l'abandonner. Fait que moi, je fais comme, dans ma tête, ben, enjeu de séparation, tant mieux si on en parle, pas d'espace pour en parler, je la confronte un peu, rien à faire, elle s'en va, je me suis dit, hey, elle ne reviendra plus. Elle est tellement enragée, je me disais, elle n'est pas capable d'encaisser la séparation. Dans ma tête, je l'avais préparé, tout ce qu'on a dit, là, ça n'a rien qui a fonctionné visiblement. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle ne reviendrait pas. Fait que moi, je l'attends pareil, elle revient. Je me suis dit, peut-être qu'elle réfléchit. Je me fais ramasser. La troisième avant-dernière. La deuxième, je me dis, là, elle ne viendra pas à la dernière. Elle est venue à la dernière. Je me suis fait dénigrer. Mais c'était pas un dénigrement, c'était comme un cri du cœur de comment vous pouvez me faire ça, puis vous voulez vous m'abandonner au moment où j'ai de. Et là, je me suis dit, elle va partir avant. Non, elle a même dépassé de 5 minutes. Et là, ça donne une leçon. Elle, si j'avais commencé à lui dire, écoutez-moi bien, madame, là, après tout ce que j'ai fait pour vous, là, comment ça se fait que vous n'avez pas de gratitude? J'y caricature un peu, mais j'ai déjà entendu des affaires bien pires que ça chez certains thérapeutes. Mais si j'avais commencé à vouloir, non, ça ne peut pas finir comme ça, voyons donc, on a tellement travaillé bien ensemble. Ça, c'est mon besoin, c'est ma perception. Elle, a fallu que j'accepte qu'elle finisse dans un clivage où la thérapie et moi-même étaient noir, noir, noir. Puis je me suis dit, ça donne des leçons. On va dire, c'est une mauvaise fin. C'est même qu'elle a été, c'est la façon dont elle a trouvé de faire face à la fin. Qui je suis, moi, pour dire qu'il faudrait quoi? Il faudrait elle me remercie, puis qu'on fasse un party avec ça? Ça dépend. Moi, je pense que ça va jusque-là, le respect de la fin et donc les deuils nécessaires de dire, bon, il faut renoncer des fois à l'espèce que, comment nous, on rêve la fin. Oui, c'est un mythe. Les belles fins, ça peut être un mythe. On revient avec les attentes du thérapeute à ce moment-là, puis comment lui il va être capable d'assumer. Peut-être peut-être 2 choses. Voulais-tu rajouter quelque chose avant, non? Ben, deux choses qui me fait associer, c'est 2 pièges. Je vais dire ça comme ça. Je vais terminer c'est ça ma réflexion, là. C'était deux pièges, je trouve, dans lesquels on peut tomber. C'est celui du fantasme d'être l'objet unique. Des fois, ce que j'ai pu observer, puis là, je m'exclus pas je m'enlève pas de l'équation. L'objet unique, c'est l'espèce de croyance que le thérapeute va développer, que dans le fond, puis ça, on l'a tous entendu, hein. Non, mais tu comprends pas, là, moi, je le comprends tellement bien, ce patient-là. C'est juste avec moi qu'il peut faire une thérapie comme ça. Donc, le fantasme narcissique, au sens que c'est une inflation narcissique, il y a juste moi qui le comprends. Puis le patient, il dit exactement la même chose. C'est la meilleure psy que j'ai jamais eue. Donc, le piège, comme ça, je dirais narcissique, une forme de séduction, hein. Je suis tellement hot comme thérapeute. Donc, ça renvoie des blessures, autant du côté du thérapeute que du patient. Mais ça, pour moi, c'est un piège qui est si on commence à avoir ce discours-là, puis des fois, c'est des gens, tout le monde est bien intentionné, là, mais alors, je me souviens d'une supervision de groupe. Oui, mais je suis tellement proche, il y a juste moi qui peux l'approcher. Là, moi, je suis le superviseur de groupe fatigant qui fait comme, faut qu'on adresse ça. C'est une illusion qui est dangereuse pour le patient puis pour la personne. Puis je reviens à la question concrète de Jean-François, comment, moi, c'est les bilans et les rituels, c'est ça beaucoup que je garde en tête. Et se donner un cadre quand c'est nécessaire, avec entre autres un nombre de rencontres, une manière de faire construite avec l'autre. Donc, c'est pas juste moi qui impose, on va le construire ensemble. Tout à fait. Co-construction. Hein? Moi, ce que je remarque, c'est que c'est notre podcast qui est le plus long.
Fait que j'ai comme l'impression que les mêmes vont discuter avec la fin. Je sais pas de quoi tu parles, là. Au début, là, je ne sais pas quoi voir parce que ben, c'est ça. Et puis moi-même, vous allez bien partager. Fait que j'ai de la difficulté. Fait que là, celui-là, je ne sais pas comment le finir. Je ne sais pas comment le finir. Je ne veux pas résumer. J'ai comme. C'est excellent. Je laisse le mot, mais en tout cas, c'est un constat que je fais. Je pense qu'à travers ce qu'on a construit, à travers les différents épisodes, aujourd'hui, on fait comme ben, on ne peut pas se lâcher, vous direz. Mais on va devoir le faire pour revenir. Je pense que c'est une très bonne hypothèse. On ne veut pas finir, fait qu'on peut se dire que c'est la fin aujourd'hui, mais que ce n'est peut-être pas la fin, c'est le début d'une aventure ensemble. Elle va être différente, on verra ça va être quoi. Quoi rajouter après ça, hein? Parfait, bien, merci tout le monde pour votre écoute et participation au podcast. Donc, n'hésitez pas à nous partager les thèmes que vous aimez qu'on aborde ensemble dans les prochains podcasts. Au revoir.